432e épisode, j'ai bien regardé les chiffres, parce que des fois, on peut se tromper avec les technos, vous savez. Parce que je me rappelle la dernière fois qu'on a fait un épisode avec notre camarade Benoît, tout partait à volo, les numéros n'étaient pas les bons, les titres n'étaient pas dans le bon ordre, enfin c'était n'importe quoi. Ça arrive de temps en temps, puisque vous voulez, on est un petit peu distrait. Quand je dis de temps en temps, c'est à peu près à chaque émission. Donc voilà. Bonjour Benoît, qui nous a rejoint, et bonjour Sébastien, qui est de l'autre côté dans son coin. En même temps, je disais Marc, salut, on commence, on ne fait que 432 épisodes, on n'est pas encore totalement rodé. Non, c'est vrai, c'est un peu... Tu vois, c'est encore un petit peu... On n'est pas sûr du truc. Aussi, même pas si on va encore... finalement, si ça nous plaît. Je me pose la question. C'est... voilà. Si vous nous suivez depuis l'épisode 1, faites-le nous savoir. Ça, c'est quand même... c'est possible. Nous, on les a... Enfin, en tout cas, moi, je les ai tous fait presque. Benoît en a fait un une fois pour me remplacer. Sébastien aussi, non Sébastien, un Sébastien, ou Aurélien n'a pas fait un épisode pour me remplacer. Donc Sébastien, Benoît, Aurélien sont mes trois remplaçants attitrés du coup sur 432 épisodes. Ils ont leur part de responsabilité. 429. Voilà, c'est ça. Est-ce qu'on parle des bonus, des hors-séries, on fait tous les comptes, peut-être pas, peut-être pas. Comme d'habitude, évidemment, vous le savez, des news, notre revue de presse, en tout cas la revue de presse de mes petits camarades, puisqu'ils ont un petit peu scruté l'actualité technologique. On ne parle pas chez nous, vous le savez, de tout ce dont on parle ailleurs, quoique de temps en temps, oui, parce que c'est tellement évident qu'il faut quand même aussi qu'on en parle. Ça, on le découvrira peut-être dans cet épisode. Et puis, il y a un dossier, la grosse patate, c'est la deuxième partie de l'épisode. Il sera question de makers aujourd'hui, de gens qui font, de faiseurs, comme on dit aussi, d'artisans numériques, puisque vous le savez, Benoît, il touche quand même pas mal ce genre d'objet. CNC, c'est un mot nouveau que vous ne connaissez peut-être pas, un acronyme que vous ne connaissez peut-être pas encore, ou que vous connaissez. Dans ce cas-là, dans tous les cas d'ailleurs, on espère vous apprendre 2-3 trucs, comme d'ailleurs Sébastien en a appris en étudiant un petit peu ce dossier, parce que t'es un peu tombé dedans, voilà, et tu t'es pris de passion pour le truc. Oui, parce que moi, quand Benoît m'a dit on va faire un dossier sur la CNC, j'ai dit la CNC c'est le syndicat, moi je fais pas un dossier là-dessus. En Belgique, c'est un syndicat, ça peut être le centre national cinématographique en France, c'est possible aussi, donc voilà, CNC, c'est pas... Oui, Sébastien a été formidable, parce que depuis le temps que j'essaie de vendre ce dossier à tous mes petits camarades, Sébastien a été le premier à dire oui, on y va. T'as raison, quand même quelques-uns dans l'équipe, il y en a quand même quelques-uns, comme Aurélien, Xavier, qui s'intéressent de près aussi à ce genre de matériel. Computer Numerical Control, voilà pour l'acronyme, et on vous expliquera tout dans la seconde partie de cet épisode que nous démarrons tout de suite avec, donc, je vous le disais, notre revue de presse sous forme d'abécédaire. Un abécédaire qui commence avec la lettre C comme Coast Runner. Benoît, justement, première news, il est question d'une CNC, donc de cette machine que tu vas un peu nous détailler, mais pas trop, parce qu'il ne faut pas tout dire avant le dossier, mais de petite taille, de bureau, voilà. Pour occuper son bureau, après tout, pourquoi pas. Pour occuper son bureau. Il y a un marché pour ce genre de produits qui sont assez petits, assez compacts, et qu'on va pouvoir mettre, non pas dans un atelier, mais dans un bureau. Et le Coast Runner, c'est une scène qui a été présentée au CES 2024. La campagne participative est annoncée pour le mois de février, donc s'ils n'ont pas de retard, ça va bientôt débarquer sur les plateformes habituelles. Le truc est... En termes de prix, c'est pas le modèle le moins cher, on est à $2400. C'est clairement pas le prix des machines les plus professionnelles, où là on peut monter à 10, 15, 20, 30 000 $, mais on est compétitif par rapport à d'autres modèles de bureau. Mais ce que j'ai trouvé vraiment intéressant, c'est le premier modèle qui est conçu, enfin, dont j'ai connaissance, qui est conçu pour pouvoir à la maison travailler du métal. Parce que la plupart de ces outils sont conçus pour travailler le bois.
Et on peut faire des métaux mous, comme l'aluminium, des choses pareilles. Mais là, ils annoncent qu'ils peuvent même couper du titane. Bon, je dis pas qu'on va faire du titane tous les jours, mais ça veut dire on peut travailler de l'acier. Donc en fait, on peut faire ça ouvre des possibilités. On peut faire de la coutellerie, on peut faire des serrures, on peut faire des horloges. Moi, je trouve ça une belle évolution. Et ils font ça parce qu'ils ont un cadre qui est extrêmement rigide et donc qui est capable de tenir les pièces métalliques. On reviendra sans doute tout à l'heure dans le dossier sur comment ce genre d'engin fonctionne, mais un des problèmes ou une des difficultés sur ce genre d'engin, c'est que c'est quand même pas aussi convivial ou facile à utiliser qu'une imprimante 3D. C'est une raison pour laquelle d'ailleurs les imprimantes 3D sont plus populaires. Et là aussi, c'est un point sur lequel ils annoncent une démarche assez intéressante. Ils vont bien sûr faire l'intégration dans Fusion 360 que tout le monde fait, donc on peut être dans son logiciel et directement lancer la fabrication de sa pièce. Parce que c'est vrai que j'ai pas pensé à le préciser, mais à quoi ça sert une CNC? Ça sert à fabriquer des pièces. Donc si par exemple on se dit, voilà, je voudrais bien, je ne sais pas moi, remplacer le boîtier de l'appareil qui est devant moi et je voudrais faire un boîtier personnalisé, bon, on va pouvoir couper comme ça un boîtier sur mesure. Donc c'est un petit peu comme de l'impression 3D, sauf qu'ici on pourrait le faire en métal. Mais comme je le disais, c'est assez compliqué. Ils ont une idée qui est simple, mais qui est absolument géniale, c'est de proposer un guide sous forme d'une liste de points à faire. Donc pour être sûr de pas rater une étape, leur soft va te dire, voilà, maintenant, vous devez faire ça, une checklist, vous faites ça, vous faites ça, vous faites ça, vous faites ça. Et donc, on est accompagné complètement dans la mise en œuvre de la solution. Donc, j'ai trouvé l'idée intéressante, un petit peu différente. Du coup, voilà, je voulais vous la présenter ici. On va rentrer dans le détail de comment ça fonctionne, à quoi ça sert, à quoi ça peut servir. Cet outil un peu particulier, on peut déjà vous dire que si l'imprimante ajoute de la matière, la CNC a tendance à en retirer. C'est une des pistes. Pas toujours. On va pas rentrer dans le détail maintenant, mais c'est pour donner un petit peu envie de suivre le dossier plus tard. Tu voulais juste rajouter peut-être un tout petit truc, Sébastien? T'as fait. Ah oui, oui c'est ça. Je veux juste dire un truc parce que le titane c'est génial sur papier. Par contre, en ressources à utiliser, un bloc de titane, un petit bloc, ça coûte passer 100 boules. Hein. Oui, donc, si tu dois refaire un écrou, t'as autant de chances d'aller acheter un écrou au bricot du coin. Hein. Oui. En titane. Pour ton genou, ta hanche, tu vois, j'aurais besoin d'une nouvelle rotule, je vais me le faire en titane. Parce que, voilà, tu vois, une imprimante 3D, ça coûte pas trop cher le plastique pour faire tes pièces, mais là quand même, voilà. C'est commencer à économiser, j'ai envie de vous dire. Donc voilà. Je l'ai dit, on rentrera dans plus de détails dans le dossier, évidemment. Si le sujet vous intéresse, allez-y directement au dossier. Hein, n'écoutez pas tout le reste. Pourquoi on s'énerverait? Non, on rigole, mais il y a d'autres infos. Comme celle que l'on retrouve à la lettre I, comme Inde. Inde. Il y a une petite faille. Une petite faille en Inde. 78 millions d'utilisateurs concernés. Bah oui, c'est quand tu touches l'Inde, forcément. Oui. C'est pas le Liechtenstein, quoi. Oui. Alors, nous, ça paraît beaucoup. Pour eux, ce n'est qu'une toute petite partie de la population. Je suis même pas sûr qu'on ait d'ailleurs fait un coup une fois I sur Inde en 400 et des épisodes. Et donc, 78 millions de personnes concernées. Pourquoi ça ne concerne que 78 millions de personnes et pas toute l'Inde, parce que le service gouvernemental ici qui avait un petit problème de sécurité dont on va revenir, était dans une partie de l'Inde, c'est au Rajasthan, et qui ne concerne que les gens qui font appel à l'aide sociale, donc, genre type CPAS ou je sais pas comment ça s'appelle en France, l'aide sociale, je suppose. L'aide sociale. Voilà. Et donc ceux qui ont effectivement demandé un accès à l'aide sociale et donc ont dû prouver qu'ils avaient droit à l'aide sociale et donc ils retrouvent dans leur dossier toutes leurs infos, carte d'identité, machin, date, certificat de mariage, certificat de naissance, facture d'électricité, leur fiche de paye, enfin tout y est. Et apparemment, il était assez facile de détourner le système de double authentification et
simplement avec une information d'un des utilisateurs, tu pouvais aller regarder les fiches et les infos de tout le monde. C'est pas précisé si ça a été utilisé et si on a siphonné les 78 millions de données, parce que ici c'est une firme de sécurité qui est tombée sur le truc, qui a prévenu, ils ont corrigé, ils ont patché. Ce qui est un peu couillon, c'est que le portail en question, c'est un portail qui sert justement à faire une forme de sécurité. Est-ce que leur titre, c'est un numéro, une carte, une identité. Donc c'est gérer l'identité pour accéder à d'autres types de portails, d'autres informations pour toutes ces personnes. Donc c'était vraiment la base à aller pirater. Donc voilà, c'est des choses qui arrivent, mais là, quand ça touche l'Inde, ça fait quand même tout de suite paquet de données à utiliser, quoi. Et alors, est-ce que c'est un cliché de dire que pourtant, en informatique, en Inde, ils s'en sortent quand même pas mal. J'ai toujours entendu ça, moi, depuis très longtemps. Quand on a des informaticiens d'origine indienne, c'est souvent des gens très bien formés, très, très compétents. Ou est-ce que c'est juste un cliché un peu con? Non, en IT, c'est pas un cliché d'avoir certains pays qui sont meilleurs que d'autres. Oui. C'est historique suivant leurs écoles. Et donc, effectivement, historiquement, tu vas avoir les informaticiens israéliens ont de bonnes formations, les Turcs ont de bonnes formations, les pays de l'Est avaient de bonnes formations, mais c'est des choses qui changent avec les années. Et les Européens sont pas mauvais non plus, hein, mais effectivement, si tu prends un hacker turc, israélien, voilà, t'as une certaine forme de supériorité sur certains points. En tout cas, ils ont une très bonne réputation. Les Indiens sont pas mauvais en général, mais le problème pour les Européens, parce qu'on a beaucoup travaillé avec les Indiens dans l'IT, c'est pour ça que je pose la question. Le problème parce que l'avantage là, c'était surtout une question de coût plutôt que de compétences. Mais le problème, c'est la différence de langue et de culture, parce que bien qu'ils parlent anglais, c'est assez difficile de se comprendre, et beaucoup de boîtes ont fait marche arrière en disant l'outsourcing en Inde, ça n'a pas donné les résultats qu'on escomptait, mais il y a encore beaucoup de boîtes européennes qui dont voilà, certaines avec lesquelles je travaille, que je connais, nous on outsource que dalle en Inde, mais qui travaillent beaucoup avec l'Inde pour leur développement. Donc ça se fait toujours, c'est moins la grosse tendance, quoi. Mais d'accord. Donc ok. Mais en même temps, on avait une expérience de ce type-là. De très bons gars. Ouais. C'est comme de dire, il y a toujours un Chinois qui fait mieux que toi, il y a toujours un Indien qui le fait mieux que toi. Oui, c'est ça, vu la quantité de monde, il y a des chances aussi, effectivement. Benoît, une expérience internationale à ce niveau-là ou pas? Qui rejoint un peu celle de Sébastien, c'est-à-dire que effectivement, ils ont fait un gros investissement dans l'éducation d'une partie de leur population et dans l'éducation à l'IT. L'accent était, je veux dire, très mis sur la technique, et donc on tombe souvent sur de vrais problèmes culturels en termes d'attention aux détails, par exemple. Tu vas avoir des gens qui vont être prêts à vouloir faire des solutions très rapides, mais qui ne sont peut-être pas très faciles à maintenir, ou des choses pareilles, parce que on a beaucoup fait appel à eux pour du bon marché, donc c'est un site web qu'on veut avoir pendant 15 jours et qui va tomber après 15 jours, donc on n'est pas dans ce genre de choses. Et avoir sur des investissements à plus long terme, c'était difficile jusqu'à quelques années. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'avec l'augmentation du niveau de vie, on voit une génération qui est mieux formée, qui est aussi, c'est normal, hein, leurs universités deviennent meilleures, leurs écoles deviennent meilleures, puisqu'ils ont pas comment je veux dire, on est sur la deuxième génération ou la troisième génération, et on commence à avoir des gens, effectivement, qui sont très très compétents. Moi, dans mon équipe, j'ai un Indien et un Pakistanais qui sont vraiment top, quoi. Ils sont vraiment d'excellents développeurs, mais qui ont fait l'effort de venir en Europe, de rentrer dans notre culture, de découvrir, tu vois, qui se sont installés, et donc quand on leur parle, on parle la même langue, et on a les mêmes attentes. Quand on exprime une attente par quelque chose, ils comprennent. Je préférais poser la question parce que c'est vrai que souvent on se pose la question, enfin on est en droit de se poser la question, de savoir si, quels sont les rapports, parce que finalement un langage informatique reste un langage informatique universel, entre guillemets, donc on peut se comprendre entre développeurs, entre informaticiens. Mais culturellement, comme vous l'expliquez, ça peut différer. Oui.
Oui, et puis après, t'as de manière dont de l'UI UX, on va pas avoir les mêmes attentes en Europe, Oui, aux États-Unis, etc. Et donc là, c'est un peu différent. Alors, juste pour finir sur les Indiens, il y a une boîte belge, et, je pense certainement pas la seule, mais qui est dans le retail et qui est assez fort connue, dont le nom commence par Col et qui termine par Reut, qui avait contourné le problème de la distance et du problème de différence de mentalité. C'est que les Indiens avec lesquels ils bossaient, ils les ont fait venir en Belgique et ils les hébergent ici pour travailler. Donc voilà, là, du coup, tu as ton équipe sur place, mais pas trop cher. Est-ce que tu as tout le monde aura reconnu évidemment que j'ai vu ce genre de choses. Tu as une tendance qui est naturelle. Hein. Les gens sont là pour un an, ils ne s'investissent pas nécessairement dans la culture. Tu vois, tu n'as pas nécessairement, enfin moi c'est mon expérience, tu n'as pas nécessairement, voilà, il y a un côté d'abord, ils vivent dans un groupe, voilà, entre eux quelque part, entre développeurs indiens, oui, c'est ça, et tu n'as pas nécessairement tu ne résous pas, le fait de les amener n'est pas la certitude de résoudre la barrière culturelle, dans mon expérience. Il faut quand même que la sauce prenne. Mais des gens qui font la démarche de venir eux-mêmes, de dire voilà, je viens, je veux découvrir, je veux m'investir, c'est encore un niveau différent. Colibri Reut, hein, c'était le truc, c'était ce sujet-là, hein, c'est pas un gazala. C'est celui-là, oui. Colibri Reut, passe directement d'un coup d'un seul la lettre N comme naïf. On aurait pu le mettre à B comme bonne poire aussi. Un simple fake, ça aurait pu mettre un point d'interrogation en fait, ou pas. Je sais pas, Benoît. Tu vas nous expliquer quel est ce fake. Alors, c'est un truc qui m'a beaucoup amusé, parce que pour le moment, on parle énormément d'intelligence artificielle. On en met partout, on en met à toutes les sauces, et ça fait vendre. Et il faut quand même être réaliste, quand on regarde la liste des trucs qu'on nous présente, on se dit parfois, non mais là, ils se foutent de nous, quoi. C'est juste pas possible. Et donc, il y a une situation assez amusante aux États-Unis. Il y a un comédien qui s'appelle George Carlin, qui est décédé maintenant, qui était un comédien et un humoriste. Il n'a pas fait énormément de films, qu'en tout cas moi j'ai vu. Le seul film que j'ai reconnu, mais je suis pas cinéphile, c'est le rôle de fourgon, le fourgon VW dans Cars, le dessin animé, le fourgon qui fait du bioéthanol là, et qui voilà. Et donc le monsieur, mais apparemment en tant qu'humoriste, donc qui monte sur scène, etc. Il est très très connu dans son pays. Puis il y a même une rue qui porte son nom maintenant. Donc carrément, c'est quand même le signe qu'il est connu. Mais il est décédé en 2008 et il se fait qu'un podcast, Dutsi, a fait un numéro spécial. George Carlin, disant voilà, le titre était I'm Glad I'm Dead, et le pitch c'était de dire voilà, on a entraîné une intelligence artificielle sur des dizaines d'années de sketch, et donc on le, entre guillemets, ressuscite. Ah, bon. Et donc il paraît que pour les gens qui connaissaient l'humour, oui, ça correspond à peu près au genre de choses mais ça a pas plu aux héritiers, qui ont dit si on a entraîné une AI comme ça pendant 10 ans, sur plusieurs dizaines d'années de sketch, c'est violation de copyright. Vous pouvez pas faire ça, vous n'avez pas le copyright sur les machins, etc. Donc ils sont partis en justice, ils ont lancé un procès contre. Et le truc amusant, c'est que du coup le podcast a dit non mais c'est pas on l'a écrit nous-mêmes en fait. Hein. C'est un gars qui a écrit ça, et on l'a fait avec un gars qui fait une fausse voix. Et donc il se révèle qu'en fait le côté AI, c'était encore une fois du vent. Enfin, pas que c'est systématiquement du vent, il y a des choses très intéressantes, mais je veux dire, voilà, c'était un argument de vente qui n'avait rien derrière, qui était juste... voilà, et je trouve que ça fait un petit peu... Enfin voilà, moi ça me fait un peu réfléchir par rapport à tout ce tapage AI. Ce qui est intéressant aussi, c'est la manière dont ça a été repris. C'est-à-dire que quand ils ont sorti l'épisode, il y a des titres de presse qui ont repris en disant voilà, l'intelligence artificielle reprend le machin. Et le seul magazine qui s'est un petit peu posé des questions, c'est Ars Technica, qui dit mais c'est pas possible, vu les capacités de l'AI actuelle, il y a pas, parce que c'est pas sorti ce mois-ci, hein, c'est sorti il y a un mois et demi. Vu les capacités de l'AI, c'est pas possible. On n'a pas la capacité aujourd'hui de faire qu'une intelligence artificielle reconstruise tout un scénario comme ça dans c'est juste pas possible. Mais tout le reste de la presse avait repris en disant ouais, l'intelligence artificielle, regardez. Voilà, je pense que ça nous rappelle qu'il faut être prudent. Il faut mettre un petit peu les pieds sur terre et de temps en temps se poser les bonnes questions, relativiser, parce que c'est vrai qu'on met l'IA à toutes les sauces et que les gens, le grand public,
et la presse, grand public de manière générale, est prête à accepter et à croire tout, parce que c'est vrai qu'on fait des trucs tellement impressionnants aujourd'hui que il suffirait d'un petit grain de poussière, un poil, pour arriver à ce résultat-là, mais de temps en temps. Ceci dit, sur le côté naïf ou fake ou truc qui se retourne contre toi, ça n'a pas grand-chose à voir, mais moi je me rappelle qu'au tout début des téléphones portables, des GSM comme on disait, il y avait eu une histoire comme ça, je ne sais plus si c'était à Bruxelles ou ailleurs, où il y avait un gars qui parlait très très fort avec son téléphone, et tout le monde le regardait parce que c'était étrange, quelqu'un qui parlait dans un téléphone portable, etc. Et il y a une dame dans le bus qui a fait un malaise. Et donc quelqu'un lui a dit, mais appelez les urgences. Et en fait, il a dû, à un moment donné, faire comprendre que c'était un faux téléphone en plastique et qu'il faisait le malin, qu'il essayait de se faire passer pour ce qu'il n'était pas. Donc voilà, l'histoire ne dit pas comment ça s'est terminé, mais tout ça pour dire que on peut des fois se faire avoir aussi l'effet boule de neige. Ne jouez pas à ça, quoi. En gros, c'est un peu ça que ça veut dire. Je ne sais pas si Sébastien, ça lui évoque rien. Non, parce que, ici, au final, les mecs, ils ont quand même gagné parce que je connaissais pas le truc. On en parle. Maintenant, on en parle et pendant quelques secondes, je me dis, bon, je vais aller écouter ce que ça vaut. Et en fait, non, je n'ai pas envie d'aller écouter. Mais ça aurait pu être oui. Ça aurait pu. J'ai eu un moment d'hésitation. Je me dis, ils vont quand même. Mais non. Voilà. Ok, bon, passons à la suite du coup. C'était la lettre P, comme PayPal. PayPal. La banque en ligne PayPal qui licencie du monde, Sébastien, 9% de son équipe, c'est quand même conséquent. Oui, et vu, on a à peine à la moitié du podcast, on est déjà au P, donc on va faire toutes les dernières lettres de l'alphabet, 9%. 9% pour PayPal, c'est 2500 personnes. C'est parti d'une rumeur, et donc ça a été diffusé dans quelques journaux en disant on dirait que PayPal va licencier. Ça a été confirmé finalement sur Bloomberg, et une lettre a été publiée officiellement par le CEO de PayPal, Alex Chriss, qui est pas là depuis bien longtemps, et qui annonce effectivement que on va couper la tête de 9% de leur staff, donc 2500 personnes, sachant que l'année passée, donc voilà, ils ont déjà licencié 7% de leur staff, c'était déjà 2000 employés, donc ça fait 4000 et demi en un peu plus d'un an. L'explication est assez classique, on se ressent sur le truc, il faut qu'on soit plus efficace, etc., etc. Le truc qui veut pas dire vraiment grand chose, disant en gros on va licencier, on va faire un petit peu plus d'argent après parce qu'on va tous le faire mieux et on va pas réembaucher tous ceux qui s'en vont. Ce qui m'interpelle dans l'article, en plus du fait que PayPal ça reste quand même une grosse institution qui fait quand même pas mal d'argent à la base, donc c'est pas spécialement bon signe, alors qu'ils innovent en plein de trucs, hein, crypto, ils lancent plein de bons produits, ils font plein de trucs. C'est que on arrive dans la tech à un moment où les grosses boîtes du début des années 2000, comme PayPal, c'est quand même une vieille boîte, par rapport aux nouveaux acteurs, se retrouvent dans la même situation que les acteurs traditionnels, type bancaire, versus les nouvelles banques qui arrivaient en disant « moi, je veux faire la même chose avec 200 personnes alors que toi, t'es 20 000. » On est toujours le vieux de quelqu'un. Voilà. C'est un peu ça. Hein. C'est un peu ça. Et donc, on est un petit peu au début de cette vague de les grosses boîtes e-com des débuts des années 2000, par rapport aux nouvelles startups, aux nouvelles sociétés qui se lancent, ils ont un petit peu de gras. Ils ont un petit peu plus de lenteur à faire des projets. C'est un petit peu plus compliqué. Et donc... c'est amusant que ça commence à toucher des boîtes tech. C'est pas les premières à licencier, hein. Non, Google, Apple, tout le monde licencie. Mais ici, ça semble un peu plus de on a trop de gras, faut couper dans le gras. Et puis ils ont plein d'acteurs qui sont beaucoup plus petits qu'eux et qui sont plus agiles, efficaces, plus agiles. Tu vois, il y a plein de banques ou néobanques qui arrivent et
Et donc, il est temps, effectivement, de se repositionner. Donc, c'est amusant, c'est le serpent qui se mord la queue. Alors, c'est pas du tout amusant pour les 2500 personnes, hein, j'en suis bien désolé. Mais je ne doute pas que, vu les profils, ils devraient retrouver dans la tech, hein. C'est pas des il y a de la demande quand même, même si des boîtes comme ça licencient, il y a quand même de la demande dans d'autres domaines. Mais ça reste un bon secteur et les mecs ont des bons CV. Hein. Oui. Tout à fait. À l'avis, Benoît, ou pas sur cette c'est plutôt des techniciens qui sont virés. Je veux dire, c'est pas le centre d'appel ou quelque chose comme ça. Non, c'est de tout le monde. Hein. C'est tous les niveaux, dans tous les le monde. secteurs. On dégraisse de tout. C'est un peu dans chaque voilà. C'est vraiment question de réduire la charge salariale, quoi. C'est essentiellement ça. C'est regarde ton voisin de gauche, de droite, et puis il y en a un qui se barre. Il y en a un qui se barre et l'autre travaillera plus. Voilà. C'est vraiment ce que devaient faire les banques il y a 20 ans et continuent à faire encore un peu. C'est des plans de licenciement. On se dit, bon, bah, qu'est-ce qu'on fait tous là? Il y a des trucs qu'on a automatisés, donc tu fais quoi, toi? Mais là, avec des fermetures d'agences et des choses comme ça, donc on comprenait un peu où le gras se situait. Mais ici, il n'y a pas d'agence, donc on se demande... Ils automatisent quelques trucs que tu ne pouvais pas automatiser il y a 20 ans. Donc, il y a des trucs, même si c'était des boîtes tech, il y a des trucs qu'ils n'ont pas automatisés à la base. Et donc, à force, tu automatises, tu dis, bah ouais, il y a trop de gars pour le faire. Peut-être qu'il y a aussi des profils types qui sont plus là au départ pour faire grandir la société et qui après se justifient moins parce que leurs profils sont des profils de gens qui innovent dans l'instant ou qui font évoluer une société, mais qui ont besoin aussi de se renouveler, et que c'est peut-être des gens qui sont moins performants sur la routine, moins, voilà, ou moins, je dis ça, mais... Non, à ce niveau-là, quand tu dégages 10% de ta boîte, tu réussis pas à trouver 10% de gens qui servent plus à rien réellement. Hein. On est bien d'accord. Là, tu le fais. Ouais, t'as raison. Ouais, je suis d'accord. Il y a des gens importants dans les 10% qui vont se faire licencier. Hein. Il y a des gens bien, plein de gens bien et compétents, quoi. Qui ouvriront peut-être une banque en ligne. Peut-être. Qui manger 10% d'épargne de marché de PayPal, et ça ce serait ballot. S'ils se remettent tous ensemble, 2500 personnes, tu sais faire une belle boîte. Hein. Tu peux faire une belle boîte, ouais. Et t'as tous les profils en plus. Donc, on se connaît déjà. Donc on peut se retrouver à la machine à café, et ça changera pas grand-chose. Donc voilà. Bon, on verra bien. Enfin, on imagine que ces gens retrouveront du boulot. On leur souhaite en tout cas. Mais c'est finalement un indice, un indicateur, comme tu le disais. Et c'est pour ça que cette news-là était importante d'être signalée. Encore un avis, Benoît? Je te sentais... non? Non, c'est bien. Non, ok. Enfin, c'est bien. Non, c'est pas bien, mais voilà. Ben non. Non, les jeux. On a compris. On est à la lettre W comme Windows. Comme ça, il veut bien. Et au cas où nos amis agriculteurs, les gens qui se moquent comme ça, on sait où habite Benoît. Hein, vous en étiez pas loin il y a quelques jours. Hein. Oui, parce qu'il prend le boulot des petits artisans, vous allez le comprendre tantôt. Voilà. Lettre W comme Windows, Sébastien, c'est une news, on a été 3 dans l'équipe. À la partager, et donc du coup vous l'avez trouvé sur nos réseaux sociaux à 3 reprises en moins de 24 heures. Donc on est un peu désolé de vous avoir parti. Alors c'était pas tout à fait la même news, il y avait deux articles différents en l'occurrence qui parlaient de ce qui se passait avec le rail allemand et avec Windows 3.11, mais tu vas revenir sur ces informations parce que c'est quand même un peu croquignolesque, j'ai envie de dire. Jamais bien utilisé ce mot-là. Ça l'est, mais en même temps, moi, j'ai pas envie de me moquer du rail allemand, même si, apparemment, c'est sa ponctualité. Les deux. Je peux comprendre, tu vois, il y a plein de gens qui ricanent parce que la ponctualité allemande n'est pas au rendez-vous au niveau des trains. N'est pas suisse. Et pas suisse, et pourtant, mais les Allemands sont quand même pas mauvais dans ce genre de truc. Et ici, on apprend au détour d'une annonce d'emploi qu'ils cherchent un admin système pour Windows 3.11 et MS-DOS parce que c'est des systèmes qui sont aujourd'hui utilisés par le rail allemand pour gérer son infrastructure. Et donc le truc a plus de 30 ans, ce sera pas hyper évident de trouver un admin système sous Windows et MS-DOS, quoique
je pense que la plupart des techs qui participent à ce podcast seraient totalement capables de gérer un DOS ou un Windows 3.11. Ouais. On y est tous passés un jour ou l'autre. C'était pas vraiment le truc le plus compliqué au monde. Donc c'est voilà, donc effectivement ils se font railler parce que déjà, ces trucs en 30 ans n'ont pas été updatés depuis, mais en même temps quand tu as développé tous tes outils d'une boîte et qui tournent bien, parce que c'est pas parce que c'est sous DOS ou Windows 3.11 que ça peut pas bien tourner. Si ça tourne bien, fondamentalement, t'as pas une raison exceptionnelle de le changer ou de le réécrire. Quand c'est des systèmes qui sont absolument plus maintenus, bon, c'est vrai que tu peux commencer à te poser la question. Ici, t'es toujours sur du x86, tu sais toujours faire tourner ça, même sur du matériel récent, sauf que là, effectivement, ici, c'est sur des machines à 166 MHz et 8 Mb de RAM, donc ils doivent commencer à avoir du mal à trouver les pièces. Donc il fouille peut-être nos décharges, mais c'est des systèmes qui, pour du développement, moi là je me place en tant que pur dev, ont leurs avantages quand tu veux faire quelque chose où tu as besoin d'une certaine forme de temps réel. À l'époque, c'est pas un programme qui tourne en DOS qui va se faire interrompre par autre chose. Si t'as un programme qui tourne sur Windows 11, 10, XP ou tout ce que tu veux, bah, l'OS se réserve toujours le droit de te dégager pour faire autre chose à un moment, et t'es pas sûr du temps processeur que tu vas avoir. Sous DOS, t'avais pas ce problème. Tu lances ton programme, t'as le processeur pour toi tout seul. L'OS, t'es pas interruptible, donc t'es parti. Donc il y avait moyen de faire des choses qui effectivement, dans certains domaines, bon, moi je piloterais pas une centrale nucléaire avec un Windows 11, hein, tu vois, alors que dans la plupart des articles on dit bah t'as vu il y a des Windows 11, 10, machin, qu'est-ce qu'ils foutaient avec ça? Mais je piloterais quand même pas avec un système qui n'est pas de temps réel, un truc industriel. Donc voilà, il y a du pour et du contre. Non, peut-être que ça doit pas être non plus overkill de migrer leur truc de Windows 3.11 vers un système un peu plus récent, hein, mais pourquoi faire? Oui, c'est ça, il faut voir ce que ça fait, et manifestement, c'est pas des tâches qui demandent des ressources extraordinaires. Non, ça pourrait tourner sur un Raspberry Pi. Hein. Voilà, c'est ça. À ce stade-là, on est plutôt de cet ordre-là. On est plutôt de cet ordre-là que de l'ordre même du NUC, Intel, i7 ou i5. Voilà, on est sur quelque chose de tout à fait... avec voilà. des machines moins puissantes que ça et des disquettes 5 pouces 1 quart et tout le soin de soi, on a été sur la Lune, donc... En plus. Bon, gérer des trains, ça doit être sans disquette. La Lune, ça s'est fait sans disquette. Bah oui, voilà. Et le Japon, justement, puisqu'on parle de disquette. Oui, et en même temps, même semaine, même genre de news, ça fait sourire. C'est que le Japon est dans le même genre de problématique, sauf qu'ils essayent d'en sortir. Hein, ils sont un pas plus loin. C'est qu'ils continuent à utiliser la disquette. Donc, quasi tous les actes administratifs, toutes les administrations, pour sauver des trucs, pour faire des demandes, tu dois avoir la disquette. Sauf que la disquette, elle est plus produite par Sony, les Japonais aussi, depuis plus de 10 ans. Donc, ils ont plus de disquettes, plus personne n'en produit, recycle les vieilles disquettes. Et c'est pas juste qu'il y a un mec qui s'y accroche dans une administration, c'est en fait, eux, ils ont le souci du détail de mettre ça dans les articles de loi. Donc tout est là, et donc si tu veux faire, comme imagine chez nous, une demande à l'urbanisme, une demande à l'urbanisme, ta demande, tu l'as fait sur une disquette. Et donc tout est codifié chez eux en disant sinon on peut pas faire autrement, monsieur, tu peux pas la demander si tu le mets pas sur une disquette. Et maintenant j'en dis mais j'ai plus de disquette, tu vois, mon laptop il sait pas mettre de disquette. C'est comme ça, tu dois le mettre sur une disquette. Et donc petit à petit ils ont déjà changé une trentaine d'ordonnances pour essayer de trouver d'autres formats qui sont plus contemporains, mais apparemment ils ont encore quelques années à modifier beaucoup de règlements et de lois pour essayer d'enlever les disquettes dans les obligations du format qui est acceptable. Moi qui fais du déstockage chez moi en vue d'un futur déménagement, je pense que je vais financer mon déménagement d'une certaine manière en leur envoyant mes disquettes. Parce que il m'en reste un paquet à la cave. Mais je les ai toutes jetées. Mais ils ont peut-être boîte américaine qui les rachète. Hein. C'est vrai? Il y a une boîte, oui, tout à fait. Il y a une boîte américaine qui, justement, en réponse à le fait qu'il y a encore des industries ou des cadres où il faut des disquettes, qui rachètent tout ce qu'elles trouvent comme disquettes et puis tu vois, les effacent
et puis il les revend. Ouais, parce que moi j'avais ça, mais je mettais des trucs dessus, c'était des bêtes fichiers, ça s'appelait des Bitcoin, de Bitcoin, voilà, donc je me dis que... c'est ça. Et donc, attends, les disquettes, ils les remplacent par quoi? Des CD-ROM? Oui. Alors, oui, c'est effectivement, non, ils ont d'autres lois qui visent le CD-ROM, mais sinon ils essayent de faire du numérique cette fois-ci, ouais. Non, il y a aussi, alors dans certains trucs, ils ont la disquette, le CD-ROM ou le mini-disque. Alors là aussi, le truc où on dit l'administration, tu dois arriver avec un mini-disque. Technologie Sony, quoi. Oui, c'est ça. Oui, mais c'est un peu normal. Oui, c'est ça. Ils sont, ça me rappelle, c'est un peu comme PayPal, hein, tu vois, les mecs, ils étaient le top du top, mais à force, ils sont restés dans ce schéma qu'ils ont défini et ils n'ont pas évolué. Et ceux qui arrivent 10, 20 ans plus tard, disent, bah, nous, on est le train suivant, mais dans 20 ans, on suppose que ce sera l'inverse. Le Japon se sera modernisé et nous, on sera couillonnés. Le truc couillon, c'est de l'avoir mis dans la loi, quand même, l'usage de la disquette. Pas très... Tant qu'ils y sont, qu'ils aillent le mettre dans la Constitution aussi. Enfin, tu vois, c'est à un moment donné. Mais voilà. Peut-être que c'est même des 5 pouces 1 quart. Hein. Ça n'a pas dit. C'est ça. C'était pas précisé dans la loi, donc là, on a fait un petit excès. Mais est-ce qu'on peut faire des disquettes 1 méga 4 avec le trou, ou se sont limités à des 720? Ah, c'est peut-être qu'ils ont pas le droit. Je sais pas si vous vous souvenez qu'à l'époque, on doublait les disquettes qu'on achetait. Oui. On faisait le trou. On en a parlé dans un épisode précédent, que mes petits camarades n'ont manifestement pas écouté. On a parlé des supports du passé avec David, si je ne dis pas de bêtises, il y a quelques épisodes. T'étais là? C'est possible. Oui, c'est possible. Voilà, tout est toujours possible. Ok, on a fait le tour de la disquette et de ces vieux trucs, de ces vieilles choses, mais qui fonctionnent plutôt pas mal. Comme souvent, hein, les vieilles choses fonctionnent encore un peu. T'as la lettre Z. C'est pas courant. Zeiss. C'est fabricant d'optique. Zeiss, allemand, en l'occurrence, si je ne dis pas de bêtises, Benoît. Suisse ou Suisse? Allemand. Non, allemand. Oui. Tu vas nous parler de quoi? Qu'est-ce qu'ils ont inventé encore de chouette? Grand fabricant historique d'optique, effectivement, de matériel de photo, de matériel microscope. Scientifique. Voilà, alors ils ont en fait, dans leur gamme de produits, quelque chose qu'ils appellent le Multifunction Smart Glass. Et le principe, c'est sur des supports transparents, verre ou plastique, de rajouter une technologie que j'avoue que j'ai pas compris, mais je vous lis quand même, structure micro-optique ou optique holographique, qui permet de rajouter au verre ou au plastique des fonctions. Et ces fonctions sont assez géniales. D'abord, l'éclairage. Donc c'est pas, je mets mon verre et derrière j'ai une lampe. Hein. Le verre devient l'objet qui éclaire. La projection, donc pouvoir projeter une image dessus, qui peut être une image genre une photo, quelque chose, type un petit peu holographique quand tu regardes, tu vois que la résolution n'est peut-être pas exceptionnelle, mais tu reconnais quand même le truc, ou des symboles pour dire voilà des contrôles sur lesquels tu vas pouvoir interagir, parce que c'est un autre élément. Également la détection, donc la détection de gestuelle, ça veut dire que tu as ta vitre qui est complètement transparente, et pour baisser ton volet par exemple, tu touches ta vitre sur le côté et tu baisses le volet en faisant un geste sur ta vitre. C'est ta vitre qui est complètement transparente par ailleurs, qui reconnaît, qui t'affiche le petit contrôle et qui te permet de contrôler le fait que tu vas descendre ou lever. Et enfin, il en reste deux, la possibilité de filtrer. Ça, c'est un petit peu comme on a sur les casques de soudeurs, tu sais, qui deviennent sombres au moment où tu déclenches. Opaque, donc on peut comme ça avoir un filtre opaque. Et c'est la nouveauté qu'ils viennent d'annoncer, la caméra. C'est-à-dire l'idée étant que par leur technologie holographique, et ne me demandez pas comment ça marche, ils peuvent en fait réunir toute l'image sur un point très petit qui va être un petit peu en dehors du champ de vision, et sur ce point, on va mettre la caméra. Et donc, toi, tu vois une vitre transparente. Alors, ils imaginent plein d'usages pour ça. Un usage simple pour la caméra, c'est pour le genre de choses qu'on est en train de faire maintenant. Ma caméra est un tout petit peu au-dessus de mon écran, donc j'essaye de regarder la caméra, mais évidemment,
pour regarder nos auditeurs, mais en même temps, c'est plus facile de regarder l'écran pour vous voir vous deux. Et donc, résultat, le regard n'est pas vraiment complètement sur la personne. Même chose quand on fait une vidéoconférence ou autre. Et donc, l'idée, ce serait de pouvoir mettre une caméra au centre de l'écran. Je regarde mon écran sans problème et je vois je fais ma vidéoconférence en même temps. On peut évidemment imaginer de mettre ça sur une visière de casque. Par exemple. Pour avoir un affichage augmenté. On peut évidemment imaginer le tableau de bord d'un avion, d'une voiture. On peut imaginer dans le cadre d'une maison intelligence pour de l'IoT. J'évoquais l'idée de contrôler, tu vois, sa vitre, les volets, etc. On peut aussi imaginer des exemples en matière de sécurité. Tu auras des portes vitrées et la porte vitrée va éventuellement filtrer l'affichage à certains moments et où va te poser la question en disant mais qui êtes-vous, tu vas avoir un petit clavier, tu vas devoir taper ton code, etc. Plein de choses comme ça. Donc c'est cette technologie Multifunction Smart Glass. Alors Zeiss, tu disais tout à l'heure fabricant d'optique, Zeiss en fait est une marque qui travaille à la fois pour le consommateur et comme équipementier. Donc par exemple, je parlais du fait qu'ils ont cette caméra sur cette vitre, Zeiss vend une caméra, la ZX1, qui est un truc très très haut de gamme, un truc de ouf complètement dément. Leur objectif avec ce produit, c'est pas d'être sur le grand public, donc c'est pas sur des produits consommateurs, ils se présentent vraiment comme équipementiers. Vu la richesse fonctionnelle de leur gadget, leur idée c'est de dire, voilà, nous on met en place la techno, et il va y avoir des gens qui vont inventer les volets, qui vont inventer les casques, qui vont inventer les tableaux de bord, etc. Et nous on présente cette techno qu'ils avaient donc déjà en matière d'éclairage, projection, etc. Et le grand ajout, c'est cette caméra complètement invisible au milieu d'une feuille de plastique transparent ou d'un vitrage transparent. Donc, à l'instar de ce qu'on a avec les appareils photo embarqués sur les smartphones où on a le petit logo Zeiss à côté de l'objectif parce que Zeiss a apporté cette technologie, demain on pourra avoir un écran d'une marque X avec aussi le petit logo Zeiss en dessous parce que l'écran en question sera équipé de cette caméra invisible, entre guillemets, entre autres choses de ce que tu nous as expliqué. C'est impressionnant ce truc. Tu sais vraiment pas comment ça marche. Moi j'ai pas compris. Voilà. D'abord j'avoue que j'ai pas eu trop de temps pour préparer la news en détail, mais j'ai pas compris. C'est de ce que j'ai lu. Il y avait un gros papier, j'ai pas eu le temps de le lire. Parce que partout où il est marqué hologramme, ils y mettent des guillemets dans les articles. Je regardais la source aussi. Donc c'est pas vraiment hologramme, c'est autre chose. Enfin, il y a visiblement une espèce de film qu'il place derrière la vitre et qui a l'air de manipuler la lumière. Moi, ça m'a fait penser, mais je veux pas m'avancer en disant que c'est la même chose. Sur les Kindle, tu as cet effet où l'éclairage vient des côtés et il y a un surfaçage qui amène le fait que l'éclairage est réparti de façon uniforme sur tout l'écran. Moi, ça m'a fait penser à ce genre de choses, tu vois. Ils manipulent la lumière qui traverse la vitre pour la balancer sur les côtés où ils ont mis leur équipement. Mais, je répète, n'ayant pas eu le temps de lire l'article, l'article technique, la partie vraiment technique de l'article était un peu touffue, je ne m'avancerai pas à dire que j'ai bien compris. Moi qui suis déjà très étonné quand je vois ces verres qui deviennent opaques quand tu pousses sur un bouton, des fois tu te poses la question, parce que quand tu as ce genre de porte vitrée aux toilettes par exemple, tu te dis mais s'il y a une coupure de courant, qu'est-ce qui se passe? Tu t'inquiètes un peu, mais c'est impressionnant comme technologie. Moi je l'avais vu fonctionner dans une salle de réunion vitrée où poussait sur un bouton et floup, on voyait plus rien. Donc imagine ici qu'en plus tu affiches des images, c'est tactile, tactile, tu peux interagir avec. Ça doit être quand même quelque chose d'assez impressionnant. Je sais pas si on pense. Sébastien, il a l'air dubitatif comme ça. Sébastien. Non, absolument pas. Moi, je vois plein d'usages, mais voilà, on sera probablement tous avant de les voir. Les vitres telles que tu parlais, on les vend en Europe. Ça se fait sans problème. Oui, c'est rentré. Ça coûte une pêche incroyable. Mais le premier usage, c'était les toilettes publiques. d'enfer. Oui, c'est génial. Oui, je sais. C'était les toilettes publiques et tu fermais la porte de la toilette et bim, on voyait plus rien. Moi, je l'avais vu, j'avais vu, c'était dans une entreprise pharmaceutique où ils avaient une salle de réunion comme ça, c'était un immense mur en verre, donc on voyait l'intérieur de la salle, et une fois qu'ils étaient en réunion, ploups, ça devenait tout blanc, et on voyait plus ce qui se passait à l'intérieur. C'était assez impressionnant. Mais autant pour une salle de réunion, je trouve ça génial, autant pour les toilettes publiques, je suis pas sûr que j'y vais. Mais c'est moyen, hein, c'est ça. Je me dis, est-ce que ça devient opaque quand il n'y a pas de courant? Auquel cas, je suis rassuré. Ou est-ce que ça devient opaque quand c'est alimenté? Et donc, du coup, s'il y a une coupure de courant,
Voilà, ça pose plein de questions. Si vous aussi vous avez ce type de questions existentielles par rapport à ce type d'objet, n'hésitez pas à nous le faire savoir en commentaire. Ça nous intéresse, parce qu'on veut savoir, on veut se comparer à un moment donné, on veut savoir si on est tous fait pareil. On passe, on est où? Parce que je voudrais pas rater le... Ah si. Oui, forcément. Z, on savait pas en mettre derrière. Hein. Non, on sait plus en mettre derrière. Z, on est au bout du bout. Donc, on va attaquer le dossier, si vous le voulez bien, puisqu'il s'agit de vous parler d'artisanat. Et pas de n'importe quel d'artisanat numérique. Benoît et Sébastien nous ont contacté un dossier à l'initiative, il faut le dire, et rendre à César ce qui appartient à César, à l'initiative de Benoît, qui est passionné de ce genre de truc, et en embuscade ou dans l'aspiration, je veux dire, Sébastien qui s'est demandé à un moment donné s'il allait pas revendre sa maison pour se focaliser sur l'artisanat numérique. Benoît, on commence avec toi pour parler de fabrication soustractive contre fabrication additive. Je rappelle qu'on parle de CNC, de cet objet un petit peu particulier qui n'est pas une imprimante 3D, qui est autre chose, et donc il est question de fabrication soustractive ou additive. Et en fait, techniquement, une imprimante 3D est une CNC. C'est une machine contrôlée par numérique, mais c'est effectivement celle que le grand public connaît. De façon assez amusante, c'est la plus récente de toutes les CNC, et c'est la seule qui a vraiment percé au niveau du public. Mais on va pas parler de celle-là aujourd'hui, parce que ça, c'est ce qu'on appelle effectivement de la fabrication additive. Tu as du vide, et dans le vide, tu déposes de la matière pour créer ton objet. Celle qui va nous intéresser aujourd'hui, ça va être toutes les autres CNC, c'est-à-dire les CNC qui font de la fabrication soustractive. C'est-à-dire que tu pars d'un bloc de matière, et dans ce bloc de matière, tu tailles et tu enlèves pour construire ton objet. Donc c'est un petit peu, si je devais faire une analogie, un additif, c'est un petit peu comme les moules avant, dans lequel on a sa forme et on va couler des matériaux. Je sais bien qu'une imprimante 3D, beaucoup plus flexible qu'un moule, mais vous voyez ce que je veux dire. On a rien et on remplit le vide avec de la matière. Alors que la fabrication soustractive, on va être dans le genre de choses qu'on va faire en menuiserie, parce qu'on va souvent, dans un cadre maker, on va souvent utiliser une CNC pour faire du bois. C'est-à-dire qu'on va couper et puis on va avoir des pièces comme un menuisier, couper ses pièces avant. Sauf qu'on le verra tout à l'heure, on va avoir beaucoup plus de liberté, beaucoup plus de créativité dans les formes qu'on va pouvoir faire. Juste très rapidement un petit historique, parce que ces trucs sont pas complètement nouveaux. En fait, on situe généralement l'invention de ce genre de machine dans les années 46, 47, 48, 49. Ah oui. Donc à cette époque-là, il y avait un Américain qui s'appelle James Parsons, qui travaillait pour l'US Air Force et qui devait faire des pales d'hélicoptères, et il devait faire des pales avec une forme qui soit meilleure que les autres, et il a utilisé un ordinateur. Enfin, il a fait utiliser un ordinateur pour calculer la courbe parfaite avec plein de points. Et puis quand il donnait ça à ses machinistes pour qu'ils fassent l'aile, il se trompait parfois un peu, c'était pas toujours parfait. Donc il a eu l'idée de dire, mais en fait, puisque l'ordinateur me donne des points, si je connectais la machine qui travaille la pièce avec un système de carte perforeux, quelque chose comme ça, pour la contrôler au lieu d'avoir un être humain, eh bien j'aurais une meilleure qualité, et la qualité serait complètement répétitive. Donc il a du coup inventé la CNC en faisant ça. Et ce qui est juste amusant, c'est que pour l'US Air Force, un des principaux intérêts, c'est pas que c'était nécessairement plus qualitatif ou quoi que ce soit, c'est surtout que les ouvriers, ils étaient syndiqués, alors que les mecs qui préparaient les cartes perforées, ils n'étaient pas syndiqués. Donc il y avait plus de flexibilité là-dessus. Et c'est leur descendance qui est partie travailler chez PayPal. Ah, c'est pas ça n'arrête rien. C'est la CNC, hein, en attendant. Ne m'étonne pas qu'on parlait de syndicat. Je savais que c'était un sujet. Qu'on ne connaît qu'en Belgique. Je tiens à le rappeler. Donc, autant le rappeler. Donc, 15% de nos éditeurs. Sébastien, la machine en libre, parce qu'il y a un aspect logiciel libre ou machine libre, parce qu'il n'y a pas que les logiciels qui peuvent être libres, qui est à fabriquer soi-même, qui émerge aussi en même temps, et ça t'a titillé un petit peu dès qu'on dit libre. Oui, alors j'ai cherché un peu, alors il y en a certainement plein d'autres qui existent sur le marché, mais j'en ai retrouvé quelques-unes, enfin j'ai triché, on m'a glissé quelques noms, mais quand même, et donc
j'en ai une qui est shape. Et en fait, ça dépend du type de truc, mais c'est assez intéressant justement. Et j'ai appris pas mal de choses là-dessus. C'est que ça va dépendre de ce que tu vas vouloir faire comme pièce. La première, par exemple, ici, c'est Shepeoko. Voilà, il y a des noms plus faciles. Shepeoko. Ouais, mais il y a un E. Ouais, Shepeoko. Ouais, tu vois. Il y a des trucs plus faciles à prononcer. Et donc là, ici, c'est tu vas pouvoir faire des pièces d'une taille petite à moyenne, suivant ce que tu vas prendre. Tu vas acheter ta machine, soit en kit, soit te monter, si tu n'as pas envie de le monter. Mais le principe, c'est ici justement d'aller trouver des machines qui sont plus libres, plus ouvertes. C'est pas les grands constructeurs qui te vendent des machines à plus de 10 000 euros. Ici, tu es quand même parti sur quelques milliers de dollars, mais c'est une machine c'est une des rares machines que j'ai vues qui est complète, c'est-à-dire que tu as aussi un fond. Donc là, tu vas poser ta pièce dessus. Après, ta machine, tu n'en as plus besoin, tu la reprends, tu la mets en dessous dans un tiroir. Bon, c'est pas des trucs tout petits non plus. Hein. Je vais être un petit peu descriptif, si ça ne te dérange pas, pour qu'on comprenne bien que... Mais c'est comme tu veux, c'est prévu dans la suite, ou pas. Ah, ok. Mais tu peux, si tu veux. Tu peux. En gros, l'idée là, celle que tu nous présentes, pour nos auditeurs qui nous écoutent en podcast, c'est vraiment comme une table. On a un outil perché, si j'ose dire, une fraise en l'occurrence, qui peut avancer dans les deux plans, à gauche, à droite, au fond et devant, et monter et descendre. Donc 3 plans, pour être comme ça. C'est juste pour se le mettre un peu, on détaillera ça plus tard, mais comme ça, c'est clair dans l'esprit de beaucoup d'entre nous. Oui, en fait, si tu re-regardes spécialement celle-là, aussi bien dans les pièces que dans la manière, ça ressemble étrangement à une imprimante 3D. Hein, c'est quasi tout pareil, sauf que au lieu de sortir du plastique, ici, on va te faire tourner le moulineau pour aller balancer des forêts dans le bois et compagnie, des copeaux. Quoi. Donc, voilà, ça c'est... C'est tout à fait ça. J'ai la deuxième, c'est Maslow. Et alors celle-là, moi, je la trouve géniale par rapport à la première. C'est que elle est hyper impressionnante. Ça ressemble, c'est un genre de un gros frisbee. Hein, sur papier, c'est un gros frisbee. Et alors la machine, c'est ça. Et en fait, il y a 4 cerveaux sur le truc, et c'est attaché à des des ceintures en acier et qui vont contrôler où la machine se trouve par rapport à ton objet, et donc ça se déplace du coup grâce à ces sangles. Ça reste, c'est pas monté sur des axes comme une imprimante 3D. C'est vraiment le truc qui va le faire bouger. Et donc, le mec qui a eu l'idée, qui a réussi à le faire fonctionner, à être stable, et qui reste bien sur ta planche, hein, c'est assez exceptionnel, et ça permet du coup de faire de très très grosses pièces. Pour être très clair aussi, imaginez, la planche est verticale et cet appareil est tendu avec des sangles et se sert aussi en même temps de la traction terrestre, j'imagine, pour descendre et monter. Enfin, pour monter, il a sa propre mécanique et ses moteurs, etc. Mais il peut se déplacer comme ça dans tout le plan vertical, de gauche à droite, de haut en bas, et en profondeur aussi pour aller chercher de la matière pour aller faire des copeaux. C'est ça, alors qu'autant que la première, tu vas aller faire des pièces qui font jusqu'à un maximum 80 cm que tu vas pouvoir aller graver, autant la deuxième ici, tu peux aller faire des pièces de 1,2 m sur 2,4 m. Donc là, t'es parti. Hein. Et quand tu regardes ce que les mecs font, ils te font des bateaux, ils te font des chaises, ils te refont tous les meubles. Donc... Parce que... Moi, c'est des morceaux, c'est des morceaux que l'autre. Celle-là, et en plus, elle est beaucoup moins chère. Là, ça va te coûter quelque chose comme 500 balles, parce que finalement, t'as juste la machine au milieu sur laquelle tu bourres un aspirateur. Hein. Parce que si t'es malin, en dessous, tu mets un bac pour récupérer les copeaux, tu dois pas passer l'aspirateur, par exemple. Je dis ça,
Mais je trouve ça chouette parce que j'avais vu dans le même genre, peut-être que ça vous parlera. Il y a une imprimante comme ça qui imprime sur les murs, qui fonctionne un peu sur le même principe et qui permet d'imprimer. Vous avez un joli dessin, vous avez un mur blanc, et ben vous placez l'objet et il va aller dessiner sur le mur, il va imprimer quelque part votre dessin sur le mur. Même principe. Alors c'est pas tout à fait vertical ici, c'est un peu penché. J'imagine que c'est pour avoir un maximum d'adhérence avec le. Oui, avec mais le si on regarde dans l'atelier du gars, alors ici c'est un projet Kickstarter, pour le moment il n'y a plus de dispo et donc faut un peu patienter. Celui-là je l'ai trouvé génial, mais malheureusement pas la place à la maison tout ça non plus. Pour l'instant déconner, hein, surtout t'as vu la taille du truc. Ouais, c'est pas mal. Mais celui-là est vraiment sympa, pas très cher. Et vraiment dans un esprit libre. Et le tout dernier aussi, alors le tout dernier, là, ils sont pas fait chier non plus sur le nom. Celui-là, c'est le MPCNC, Mostly Printed CNC. Alors, merci les gars. C'est lui. Et au final, ça ressemble assez fort à ce qu'on trouve sur le premier, le chez Peoco. Et c'est même pas facilité le truc, hein, CNC. Sur les noms, quoi. Mais ici, en fait, t'as 4 barres qui font le tour et 2 barres qui bougent et qui vont permettre à ce que ta pièce plus verticale, mais et qui vont pouvoir la déplacer sur les 2 axes. Ouais. C'est des tubes. Structure tubulaire. Oui. Sauf que ici, tu dois le fixer sur ton établi. Par contre, les tubes, si tu as envie de faire des tubes de 2 mètres de long, tu fais ce que tu veux. Hein. C'est juste des cerveaux qui font des petits moteurs qui bougent sur le truc. Donc, tu fais la taille que tu veux. Donc, celui-ci est le dernier. Et le dernier, c'est si tu veux le faire toi-même, tu as les plans pour faire les impressions, etc. Ils vont juste te vendre les petites pièces qu'il faut pour le monter. Donc, ça, c'est l'électronique. C'est ça. Ouais. Si tu as envie, tu peux les acheter et les faire toi-même aussi. Hein, mais oui, là, c'est pas mal. Ça va fonctionner, quoi. Parce qu'effectivement, tu peux, si t'as un projet où tu veux faire des trucs, des grandes séries, etc., et que tu veux vraiment avoir la machine qui est juste pile à la taille de ce que tu vas produire, c'est idéal, quoi. C'est top. J'aime bien. Mais par contre, tu dois aller faire des trous dans ton établi. Hein. Oui, sinon ça marche pas. Quand t'es bricoleur, c'est pas ça qui va te rebuter. Hein. Faut être honnête. Ah non, les trous, je veux pas. Aussi. Hein. C'est pas une table. C'est fait pour ça. C'est pas non plus la table de salon. Il y a des trous dans la plonge de ton établi. Oui, mais peu importe. C'est pas. Madame ne va pas t'engueuler parce que t'as fait des trous. Non, mais après, si un jour tu l'enlèves, tu vas avoir un trou dans ton établi. Tu boucheras les trous, tu feras des petites pièces. Tu remets la suivante. Tu utilises ta CNC déjà pour faire les petits bouchons que tu mettras après dans les trous, comme ça t'es tranquille. Voilà. Quand t'es bricoleur, hein, sinon il faut pas aller par là. Bon. Voilà. Et ici, ça va te coûter de 350 à 500 $ à tout casser, donc c'est vachement démocratique. Il y en a encore d'autres. C'est pas très cher. Plein d'autres. Enfin, c'est pas très cher. Tout est relatif, mais je veux dire, pour un outil comme celui-là, vu ce qu'il est capable de produire, tu peux démarrer pour pas cher. Voilà, c'est ça aussi l'intérêt du bricoleur, quoi. Oui. Il y a quand même un avantage, et puis on va repasser sur la suite, c'est que fondamentalement, à part la tête qui va quand même s'user à force, t'as pas réellement d'usure comme tu peux l'avoir sur une imprimante 3D. Hein. Ici, c'est assez facile. T'as pas un fil que tu dois toujours faire tourner. T'as pas ce plastique que tu dois toujours trouver. Tu dois trouver des bouts de bois. Mais le bout de bois est assez accessible question prix. T'as moins de consommables, c'est ça que tu veux dire. Moins de consommables, oui, c'est ça. C'est un peu ça l'idée. Benoît, je vois, il était hilar, Benoît, parce qu'évidemment, lui, il maîtrise tout ça, donc et depuis longtemps, mais c'est rafraîchissant. C'est génial. Sébastien a fait ça d'une manière absolument géniale, bravo. C'est super. Puisqu'on parlait d'outils, Benoît, toi, tu peux nous en dire un peu plus là-dessus. Oui. Mais tu l'as dit tout à l'heure, hein, et c'est important, effectivement, le principe, c'est qu'on a l'outil qui peut se déplacer gauche-droite, avant-arrière, au bas, et la question derrière, c'est qu'est-ce qu'on va mettre comme outil dessus. Alors, traditionnellement, l'outil un peu classique qu'on va mettre, c'est ce qu'on appelle une fraise. Une fraise, c'est à pas confondre avec un forêt. Donc, le forêt, c'est le truc qui descend, et puis qui fait un trou, qui va vertical, peu importe, mais qui fait un trou. La fraise, ça ressemble complètement à un forêt, quand on le regarde, on a l'impression que c'est la même chose, sauf que les côtés sont tranchants. Et donc, ça permet à la machine de descendre la fraise dans la pièce de bois, et puis de venir couper.
et donc de venir découper la forme de la table. De se déplacer horizontalement, dans le plan. Tout à fait, parce que comme elle se déplace, en se déplaçant, elle coupe effectivement tout le long du truc. Alors après, si on veut être un peu marrant, il y a des fraises spécialisées qui ont des angles, il y a des fraises en forme de boule, il y a des fraises spéciales pour le lettrage, donc il y a des trucs un petit peu plus spécifiques. C'est un peu mais comme l'idée, les fraises de défonceuse, quoi. C'est comme sur les défonceuses, quoi. C'est exactement la même chose. D'ailleurs, toutes ces machines que Sébastien vient de nous présenter, le moteur, c'est une défonceuse, hein. Tu prends une défonceuse du marché, tu la mets, et en fait, au lieu de manipuler la défonceuse à la main, c'est la machine qui la manipule pour toi. Simplement, elle est généralement la machine va être plus précise peut-être que toi. Voilà, tout à fait. Alors, on peut mettre d'autres choses. On peut aussi mettre un couteau. Et c'est comme ça qu'on fait, par exemple, toutes les découpes vinyles, tu sais, sur les vitres, etc., sur les vitrines. Ah oui. C'est en fait un grand autocollant. Et puis avec un couteau, la machine, évidemment, elle part plus en haut et en bas. Enfin, elle descend pour commencer à couper. Elle remonte quand elle a fini de couper. Ouais. Et elle va venir comme ça couper du vinyle, couper du tissu, etc. On peut aussi mettre un laser pour faire de la gravure ou pour faire de la découpe. Alors, pour la découpe, c'est pas des découpes très profondes, évidemment, parce que le laser coupe pas aussi profondément. Il coupe avec moins de précision, mais par contre, moins et plus de précision. L'avantage du laser, c'est qu'il est capable, comme la fraise est ronde, quand elle vient dans un coin, elle n'arrive pas à faire un angle droit. Forcément, puisqu'elle est ronde, elle coupe avec un bord arrondi. Le laser va pouvoir couper, lui, avec un angle droit, mais par contre, tu ne sais pas lui dire coupe sur 2 mm. Il traverse la pièce, ou il grave. Il n'y a pas de milieu entre les deux. On trouve aussi, mais là, c'est sur des machines professionnelles, mais si vous avez l'occasion, faites une petite recherche sur Google ou sur YouTube, c'est absolument hilarant à voir. Il y a des machines avec des fils pour l'horlogerie. Parce que comme ils font des toutes petites pièces, il faut pouvoir couper avec énormément de précision des toutes petites pièces. Et donc, il y a des machines qui ont un fil, et le fil se déplace comme ce que Sébastien vient d'expliquer, mais il permet de couper des fines feuilles de métal avec une précision un peu comme un fil à couper le beurre, un fil à couper le beurre, mais monté sur une machine qui va contrôler la coupe. Et vous avez peut-être déjà vu ces objets qu'on présenter un peu décoration ou autre, on les voit parfois sur des vidéos ou autres, qui ressemblent quand on les voit à un bloc fini, un bloc de métal complet, puis la personne fait un geste et elle le sépare en deux, et on se rend compte qu'en fait le bloc était coupé en deux. En fait, ça c'est souvent réalisé avec une scène, avec un fil, pour avoir la précision de découpe. C'est souvent ce genre de choses qui est utilisé. Et alors, bon, la dernière chose qu'on peut monter dessus, parce que Sébastien l'a dit, ça ressemble à une imprimante 3D. En fait, les premières imprimantes 3D, c'était des CN sur lesquelles on montait une tête d'extrusion. Et l'idée originale de l'imprimante 3D, c'était de monter une tête d'extrusion. Moi, je me souviens, c'était en 2003-2004, j'avais participé à une conférence d'Aurélie, et il y avait un gars d'un labo de recherche qui montrait, voilà, on a pris cette machine, nous on regardait tous en se disant c'est quoi cette machine, on n'a jamais vu ça, les CN c'était nouveau, inconnu, et alors on a mis un extrudeur dessus, avec ça on s'est fabriquer des objets, on est tous waouh, mais comment il fait ça? Donc c'est voilà, en fait l'impression 3D, le côté novateur, c'est le fait d'avoir remplacé la fraise et autres par un extrudeur, mais le reste c'est exactement le même genre de choses. Parce que l'idée c'est toujours des axes horizontaux, verticaux, et c'est ça, c'est du vectoriel, quoi. En gros, c'est du vectoriel. Juste pour être complet, les machines les plus efficaces ou les plus coûteuses ou les plus professionnelles, mais on sort complètement du domaine du libre alors, sont également capables d'incliner les pièces. Ce qui peut être intéressant si par exemple tu dois faire des trous sur le côté, avec une machine qui a 3 axes, tu découpes ta pièce et puis tu dois la repositionner pour que la machine puisse venir couper les côtés, et puis tu dois la repositionner. Il faut faire tout ça avec beaucoup de précision, ce qui n'est pas simple. Et donc l'idée en fait, ça va être d'avoir une machine qui peut incliner la pièce ou qui peut elle-même, la fraise peut s'incliner. Mais je disais, on retrouve exactement les mêmes choses qu'une imprimante 3D, parce qu'en fait, quand on imprime avec une imprimante 3D, à un moment, on sort du G-code vers l'imprimante. Et c'est le même G-code qu'on utilise pour les CNC, il a été inventé pour les CNC. Le G-code, c'est une espèce de langage de programmation qui a... Moi, il me rappelle le Fortran. Non pas parce que la syntaxe est la même, mais on est dans la même lignée. On doit être dans les mêmes années, à mon avis, c'est-à-dire un truc ultra compact, avec une lettre qui veut dire plein de choses, et c'est lisible.
il y a moyen de lire du G-code. Quand on a l'habitude, on comprend ce que le G-code écrit, mais c'est quand même assez touffu. Faut s'impliquer. Et en gros, il y a des instructions qui sont très simples. Hein. Les instructions, c'est déplace-toi jusqu'à ce point, déplace-toi de telle distance, fais un arc de cercle, etc. Donc, et la machine, on lui fait un arc de cercle, elle va faire un arc de cercle, tout simplement. Oui. Le truc, c'est, comme je le disais, écrire ces choses-là à la main, ça se faisait en 1949, notre ami qui faisait ses pales d'hélicoptère, il les écrivait, pourquoi on les faisait à la main. Aujourd'hui, généralement, on va travailler avec un modèle 3D, et puis on va demander à la machine, à Fusion par exemple, ou à un autre logiciel, de dire, ok, un logiciel de fabrication, si c'est par ordinateur, on va lui dire, ok, voilà le modèle, trouve les chemins qui vont aller autour pour faire la découpe que je souhaite faire. Et lui va générer le G-code, on ne doit plus écrire le G-code. D'accord, on l'écrit pas soi-même, quoi. Mais c'est passionnant, en tout cas, et je trouve ça assez... ça donne envie d'aller mettre ses doigts dedans. Voilà. Sébastien, par exemple, lui, ce qu'il aimerait bien, c'est de revenir un petit peu à son core business, c'est-à-dire du logiciel, et ça le rassurerait. C'est ça, hein, Sébastien? Oui, et en même temps, pas tout à fait, mais un petit peu quand même. Parce qu'effectivement, une fois que t'as la machine, faut encore réussir à la faire fonctionner, la machine. Bah oui. Pour ce faire, il y a... Alors, on m'a cité plein de noms, j'en ai repris qu'une partie, et vous allez comprendre pourquoi. J'en ai classé, j'ai classé ça en trois types de logiciels différents. Le premier, c'est le logiciel libre, évidemment, hein, et la barre, quoi, tout ça. Donc, voilà, donc tu as GRBL qui, lui, va prendre effectivement ton G-code, et il va aller... c'est des trucs assez bas niveau, hein. Lui, il va aller contrôler la machine, les 3 axes. Hein, donc, il va prendre ton fichier et il va le faire. Ça, c'est le truc. C'est plutôt encore des trucs assez... comment dire, assez bas niveau, hein. C'est pas avec ça que tu vas tu vas aller faire ton truc, mais comment dire, ça fait partie des outils nécessaires et indispensables dans le monde du libre qui a plutôt tendance, pour ceux qui ont moins l'habitude, de découper, et donc chaque outil va être spécialisé, et c'est l'ensemble des tools que tu vas pouvoir faire quelque chose. Et comme ça, s'il y en a un qui est plus maintenu ou un qui est meilleur qu'un autre, et ben tu remplaces juste celui-là. Donc j'ai celui-là, et puis il y a Linux CNC. Là, les mecs, ils sont pas trop touchés sur le nom, hein. C'était, on voit bien sous quoi ça tourne. Et ce que ça fait, ici, on est déjà un petit peu plus élaboré, hein. C'est, les mecs ont une distro, là, tu peux presque faire, tout ce que tu veux avec, hein, pour contrôler ton truc, pour dessiner, pour générer le truc. Donc là, t'es déjà un petit peu plus, comment dire, un petit peu plus évolué, hein, donc, mais tu restes en 100% libre, on est bon là-dessus, mais voilà, tu vas pas aller faire enfin, tu pourrais, hein, tu vas pas aller faire des pièces hyper compliquées là-dessus, ou alors tu vas peut-être commencer à t'arracher les cheveux, mais tu peux faire des choses assez sympas déjà, c'est 100% libre, tu peux t'amuser et à faire à gérer tes machines avec ça, et t'as même pas besoin de t'emmerder à installer quoi que ce soit. Ils ont un live CD, tu prends l'ISO, tu bootes sur le truc et t'es parti. Parce que petite contrainte pour eux, tu as besoin d'un kernel real-time, et un kernel real-time, même sur les distros standards, tu n'as pas. Tu vas avoir ça enfin, tu dois vraiment aller compiler en l'état actuel ton kernel spécifiquement. Ça commence à arriver sur certaines distributions où ils te font des versions de distribution. Je pense que Ubuntu en a une avec un kernel real-time. Mais pas toutes les Ubuntu, ils ont enfin, tu vas avoir, c'est vraiment assez spécifique. Pour résumer, ici, Linux CNC, c'est l'OS, c'est l'application, c'est tout en même temps. Ouais, tu fais le tout, voilà, hein, on est parti avec le tout. Et donc, ça, c'était ma première catégorie, le libre. Il y en a vraiment plein d'autres. C'est une communauté qui est extraordinaire avec plein d'outils différents. Mais il y a quand même quelques noms qui reviennent régulièrement, comme ceci. Et puis, j'en ai trouvé un autre qui, pour moi, est une solution entre les deux. Entre l'outil qu'a déjà cité Benoît, qui est voilà un peu la Rolls du truc et qui domine le marché,
et le libre. Donc au milieu, tu vas avoir, t'as une série de solutions, t'as pas mal de petites boîtes qui font des outils, et il y en a une que j'ai retrouvée, c'est Vectric. J'aurais vraiment fait des exercices de locution ce soir. Vectric. Vectric, les mecs, c'est tu vas te retrouver, comment expliquer ça facilement, avec différents niveaux de logiciels. Donc Vectric, tu vas te dire mais j'ai envie de faire quelque chose pour graver des photos, parce que moi je veux graver des photos dans le bois, parce que j'ai envie de faire ça pour vendre à Noël, marché de Noël, exemple qui me vient vraiment tout naturellement. Et donc, un 1er février. Voilà, tu vois. Faire un cœur pour la Saint-Valentin, par exemple. Peut-être, oui, merci. Et donc, tu veux faire ce genre de truc, eh bien, tu as le logiciel qui va t'assister pour faire ça. Et t'en as un, ça c'est les premiers niveaux, niveau débutant, et pour 150 €, t'as un logiciel qui fait ça chez eux. Tu veux faire des trucs un petit peu plus compliqués, eh bien, tu as un deuxième logiciel qui a un petit peu plus de fonctionnalités, etc., jusqu'à celui qui peut t'aider à faire quasi tout, qui est à 500-600 balles, et là, effectivement, t'es parti dans des trucs un petit peu plus compliqués. Et donc là, c'est un peu j'ai envie de faire quelque chose, mais je suis quand même pas non plus un pro, quoi. Faut pas déconner, quoi. Ouais. Et puis tu as la rôle du truc, c'est Autodesk Fusion. Dont on a parlé à l'épisode précédent, puisqu'il était question d'impression 3D et de slicer, et donc on a parlé on parle régulièrement d'Autodesk, qui est aussi par ailleurs un éditeur spécialisé dans la 3D, l'animation et des choses comme ça. Alors là, oui, Autodesk Fusion, ça fait tout, il y a des plugins pour tout, c'est la Rolls du truc, il a 70 ou 80% du marché. Ils ont une version Windows, Mac, je pense aussi. macOS. C'est comme ça que je suis arrivé sur Fusion, moi. Voilà, et ils ont même une version web. Mais ils ont même une version web, parce que Autodesk a l'habitude de faire du web ASM, donc pour ça je les salue, parce qu'ils avaient fait ça aussi avec AutoCAD, qu'ils arrivaient à faire tourner complètement dans un navigateur. Ces mecs sont vraiment de redoutables développeurs. Et donc là tu peux tout faire, tu peux même avoir des plugins pour aller voir la résistance de tes pièces, pour y calculer comment ça va gérer, ça va aller avec au niveau thermique, etc. Donc là on n'est plus on n'est plus dans le maker qui s'amuse, même si c'est aussi, ils ont des licences gratuites. Oui, je vais le dire, il y a une licence gratuite pour une licence gratuite. Oui, c'est ça. Mais t'es dans le gars qui dit je veux vraiment aller loin, quoi. C'est pas juste j'ai envie de m'amuser à imprimer une photo sur un bout de bois. Ou alors il tourne sur Mac. Oui, c'est sur Mac capable. Ceci étant dit, l'amateur averti qui est prêt à mettre un peu d'argent, on a déjà parlé d'amateur averti quand on parle de photos. Oui, mais je veux dire, même si tu veux mettre la main à la poche ou que tu as besoin de quelque chose qui est payant ou ou que tu es prêt à le payer, on est dans le même ordre de prix qu'une suite logicielle de Adobe, par exemple. Ouais, c'est 700 boules par an quand même ici. Oui, c'est pareil. Donc, moi, ça m'étonne pas. C'est moins cher Adobe. Adobe, c'est 29. Nous, on l'a payé 29 par mois. La suite, mais oui, voilà. Ça dépend ce que tu prends dans ta suite. Si tu prends tout ou si tu prends que Photoshop, c'est pas la même chose. C'est la grande suite ou la petite suite? La petite suite. Il m'a manqué. Donc c'est gratuit effectivement pour les particuliers amateurs, c'est gratuit pour tout ce qui est éducatif. Par contre, sinon effectivement, il faut les payer. Et il y a des modules qui sont un petit peu plus chers. Voilà. J'imagine qu'on a aussi les moyens de se payer une grosse. Enfin, ceci dit, Autodesk, ça peut servir aussi, même si on a une petite machine qu'on a fabriquée soi-même. Ça fonctionne aussi. C'est juste la facilité de développement de la pièce qu'on va créer. Donc, on n'est pas obligé d'investir autant dans le logiciel que dans le hardware ou inversement. Ça va pas nécessairement de pair, quoi. Non, ça va contrôler le moteur. Il y a un autre nom que je ne pouvais pas ne pas citer, mais qui ne peut pas aller plus dans le détail, mais qui a une grosse partie aussi du marché, mais beaucoup moins qu'Autodesk. C'est Dassault avec SolidWorks. Mais c'est pas le nom qu'on retrouve le plus souvent. Et là, c'est un soft qui est un petit peu plus ancien quand même. Il date des années 90.
alors que ici Fusion, il a une quinzaine d'années, je pense, maximum. Donc on n'est plus dans la même philosophie, mais SolidWorks, Dassault, c'est pas des quiches non plus. Fabricant d'avions, oui, c'est ça, c'est Dassault. Mirage, machin. Okay. C'est une grande famille, hein, la famille Dassault. Oui. Ils ont une division software Dassault Systèmes. Oui. Qui fait justement. Ok. Eh bien Benoît, puisque tu reprends la parole, parlons de fabrication pour conclure ce dossier. Voilà, parce qu'en final, je pense qu'on a abordé les différents points assez naturellement au cours du dossier, mais juste pour reprendre un petit peu, qu'est-ce qui fait en final que ce genre de produit est intéressant ou amusant en plus ou à côté ou en remplacement ou à la place d'une CNC? Je pense que le premier élément quand tu regardes mon expérience propre, l'expérience des personnes à qui je parle, c'est vraiment le choix des matériaux. C'est-à-dire que par rapport à une imprimante 3D. C'est vraiment le choix des matériaux. C'est-à-dire que tu as la possibilité de travailler avec le bois, qui est un matériel qui est quand même assez différent du plastique, en termes de rendu, en termes de solidité, en termes de durabilité, etc. On est sur quelque chose de différent. On peut aussi travailler des métaux mous. Donc si tu fais des petites pièces en aluminium, des choses pareilles, ça se passe bien également. Si on se place évidemment dans une optique complètement industrielle, parce que voilà, mon magasin de bois a une grande CNC dans laquelle ils font plein de découpes, etc. Là, leur intérêt pour eux, c'est vraiment la production 24/7, c'est-à-dire c'est une logique d'usine. On trouve maintenant des machines, et c'est assez amusant, sur lesquelles qui est divisée en deux parties. Tu as la partie qui va couper, et tu as une autre partie sur laquelle tu vas charger. Et le principe, c'est que tu vas pouvoir mettre pas autant de chargeurs à l'infini, mais un certain nombre de chargeurs, qui fait que le soir, on charge toutes les pièces, tous les brutes dans la machine, et la machine va le chargeur va s'amener sur la machine qui coupe, et puis quand toutes les pièces ont été usinées, il va partir, le suivant va venir, et le matin, les ouvriers arrivent, ils vident les pièces, et ils remettent la suite, exactement, et on avance comme ça, et on produit sans cesse. Un point qui est très important dans l'industrie, c'est la qualité constante et la reproductibilité. C'est-à-dire que tu sais que tu refais ta pièce 15 fois, 20 fois, 100 fois, tu auras exactement la même pièce. Et avec une CN maison, s'il est bien calibré, etc., on arrive aussi à des précisions qui sont vraiment impressionnantes. On est certainement pour un bricoleur, parce qu'on peut après argumenter du fait que quelqu'un qui passe tout son temps à travailler du bois, à travailler des choses pareilles, va peut-être avoir une précision du geste qu'on n'a pas en tant qu'amateur, mais certainement pour un amateur, on a une précision qu'on n'arrive pas à atteindre sans avoir énormément d'entraînement. En fait, la machine, c'est de très grande précision. Et qu'est-ce qu'on fait avec? Quand je regarde les éléments que les gens font, il y a beaucoup de ce que j'appellerais de créativité. T'as beaucoup de lettrage, t'as beaucoup de chaises, d'objets de décoration. J'ai une connaissance qui fait des casse-têtes 3D. Tu vois, il fabrique des petits casse-têtes. Il modélise ses casse-têtes en disant voilà, et puis il fabrique l'objet, et puis il donne le casse-tête, et il faut s'amuser. Moi, j'ai vu d'y jouer. Une des choses qu'on peut faire avec ça, j'ai vu, je pense que c'est Aurélien notre camarade Aurélien qui est aussi maker à 16h, qui avait montré. En fait, c'est une artiste qui fait des choses faites de main, mais pour les signer, pour mettre son petit logo, son nom, etc. CNC, c'est d'une précision redoutable, c'est fin, c'est discret, c'est propre, et c'est toujours, c'est une des manières de l'utiliser aussi. Reproductible à l'infini. Ce qu'on va aussi beaucoup faire, c'est des gabarits qui vont après permettre de guider une découpe sur une pièce finale, mais un gabarit qui va être un peu compliqué, etc., qui va permettre de derrière faire une découpe sur une pièce finale. Il y a un truc qui est assez intéressant aussi, c'est que elle, même si dans un usage familial, elle peut travailler pendant que tu fais autre chose. Tu peux la programmer, la lancer, et elle va occuper à faire. T'es pas obligé de rester devant et regarder. Voilà, exactement. La première fois, tu fais ça, mais après, t'as compris que c'était un peu chiant. Tu la laisses passer dans son coin. Après, tu la donnes au chat. Le chat, ça va l'amuser, ça va continuer à l'amuser. Le chat a une terreur de ce truc, c'est maintenant une terreur. Il a compris que ça coupait. Alors, pourquoi, en final, c'est un point qui est intéressant. En final, c'est quand même, il faut être objectif. Je l'évoquais tout à l'heure sur la news de ce produit qui a été annoncé au CES, c'est moins accessible quand même qu'une imprimante 3D. Pourquoi? Premièrement, parce que le marché hobby est quand même assez petit. Il y a un marché hobby attractif pour les imprimantes 3D, et donc tu as des produits qui ont répondu avec des produits assez simples. Ici, effectivement, Fusion 360 est peut-être disponible gratuitement, mais comme Sébastien le disait, c'est un produit qui a quand même
une étape d'apprentissage qui est pas simple. Et les produits libres, Linux, CNC, etc., c'est aussi des produits qui ont une étape d'apprentissage qui est pas complètement simple. Donc, on est sur des outils logiciels qui restent encore très pro. Et donc, qui restent encore un petit peu plus complexes. Ensuite, un vrai point, c'est que contrairement, le revers de la liberté, le fait de pouvoir dire je peux mettre n'importe quelle fraise, je peux mettre un laser, je peux mettre un couteau, ça crée de la complexité quand on fait sa pièce. Il faut réfléchir en se disant tiens, mais quelle fraise est-ce que je vais mettre dans ce cas-ci? Est-ce que je vais plutôt utiliser ça ou ça, vu les caractéristiques que je veux, etc. Et donc ça crée là aussi de la complexité, là où avec une imprimante 3D, en fait, les paramètres sont fixés. On est sur quelque chose qui est complètement fixé. Il faut de la même façon choisir sa matière. Hein. Tu disais tout à l'heure, le titane c'est hors de prix, le bois c'est un petit peu moins cher, mais il faut aussi pouvoir gérer le fait de choisir les types de matériaux qu'on veut faire. Juste pour donner une idée, hein, moi je me suis fait une petite anti-sèche des étapes à ne pas oublier et j'ai 32 étapes. Si j'oublie de ces 32 étapes, ça se passe mal. Donc il y a quand même une checklist à respecter, une checklist à respecter, une difficulté à prendre. Et alors, un dernier point, c'est que quand on dépose de la matière, on a assez peu de chances que ça se passe mal ou que ça ne se dépose pas comme on l'a voulu. On peut avoir des problèmes de rétractation de plastique, etc. Mais c'est relativement simple. Ici, on peut avoir des situations où on a mal réglé et la machine essaie de couper et n'arrive pas à couper. Ou n'arrive pas à couper assez vite. Et donc, on lui avait demandé de faire un cercle et simplement parce que la matière est trop résistante, la machine n'arrive pas à couper assez vite et au lieu d'avoir un cercle, on va peut-être avoir une forme qui est complètement foireuse. Résistance des matériaux ou usure de la fraise. Ou usure de la fraise, enfin tout ça qui va faire l'effet. Donc tout ça, c'est quand même des éléments, un petit peu de complexité supplémentaire par rapport à ce qu'on avait vu. On a parlé des machines, je reviens là-dessus 10 secondes, parce que ça m'intrigue. Tu parlais de charger la machine et qu'elle va se débrouiller toute seule, etc. Mais dans une pièce, on a peut-être besoin de plusieurs fraises différentes. Est-ce qu'il y a des systèmes, toi tu connais des machines qui vont changer la fraise toute seule j'imagine que ça existe. Ça existe depuis très longtemps sur les machines pro. C'est en train d'arriver sur des machines plus amateurs, plus accessibles. Ouais, c'est ça. Ouais. Maintenant, une des premières choses qu'on apprend, je vois beaucoup de gens qui font la même chose, c'est au début, on se dit ma pièce, je vais optimiser chaque fraise pour chaque moment de découpe, parce que les fraises plus petites vont couper moins vite, les fraises plus grosses vont couper plus vite, les fraises plus petites vont être plus précises. Donc on imagine une conception où on va changer 6 fois de fraise sur la pièce ou 10 fois de fraise. Quand on a fait 4-5 pièces comme ça, on se dit non, au final je vais tout couper avec la fraise petite qui est lente, mais c'est pas grave, la machine tourne, moi je suis en train de faire autre chose. Donc on apprend aussi à être un peu économe de modification, parce que j'imagine que chaque fois qu'on change, du coup quand c'est manuel, il faut recalibrer, etc., repointer, ça doit être un peu risque d'erreur. Le risque d'erreur, parce que c'est assez automatisé, mais tu oublies une étape de calibrage et ta machine part au mauvais endroit et tu peux jeter ta pièce. Et quand tu changes 6 fois de fraise par exemple et que c'est sur la 6e que tu oublies, mauvais. Là tu te dis j'arrête. On a fait le tour de cette question. CNC, l'artisanat numérique, tu parlais d'artisanat parce que tu nous as laissé encore en référence et on vous renvoie à la description de cet épisode de podcast, on vous met des liens régulièrement et pour les dossiers ce ne font pas exception à la règle, c'est que là aussi on vous donne quelques liens. Tu nous as laissé en référence un site d'artistes en gros qui j'imagine utilisent ce type de machine pour créer des œuvres d'art murales de toutes sortes, c'est très joli et ça c'est de l'artisanat numérique et là pour le coup on est en plein dedans, non pas qu'il ne soit pas possible de le faire à la main avec beaucoup d'expérience et de savoir-faire, etc., mais c'est un geste quand même assez complexe à réaliser et on ne doit pas faire beaucoup de pièces comme ça dans sa vie si on doit les faire à la main. C'est un côté, peut-être le faire, tu vois, dans le compagnonnage pour faire ton œuvre d'art, des fois, le truc exceptionnel que tu vas faire qu'une fois dans ta vie, peut-être, mais peut-être pas pour faire des séries ou pour les commercialiser sous forme d'œuvres d'art murales. C'est très joli à regarder. C'est tout en ombre et en relief, etc. Voilà, je vous renvoie vers la description de notre épisode pour
pour aller un petit peu plus loin sur cette question. Et si vous avez une expérience particulière dans le domaine, n'hésitez pas à la partager avec nous, avec les auditeurs également en commentaire, soit sous la vidéo, soit via notre site lestechno.be. Est-ce que l'un ou l'autre, Sébastien ou Benoît, vous aviez un truc à rajouter, que ça vous traverse l'esprit en disant tiens, j'aurais dû parler de ça, j'ai oublié. C'est parce que c'est le moment, c'est l'instant. Après, c'est fini. C'est bon, on n'en peut plus. Après, on n'en parlera plus jamais. Jamais. Quoi 35 minutes quand même. Non, je pense qu'on a dit beaucoup déjà. Beaucoup, on a dit beaucoup de choses. Mais je suis très content d'avoir suivi Benoît parce que j'ai appris pas mal de choses et je trouve ça assez amusant de pouvoir prendre le contrôle. Je savais que ça existait, mais j'avais jamais été plus loin de regarder. Finalement, c'est pas donné, mais ça reste abordable. Le seul truc qui me manque encore, c'est la raison de l'acheter. Qu'est-ce que je vais faire avec ce truc après ? Moi, j'ai eu le même questionnement par rapport aux imprimantes 3D. Et c'est pour ça que je n'ai toujours pas d'imprimante 3D. C'est que je trouve ça fantastique. Chaque fois que nos petits camarades m'en parlent, je me dis c'est chouette, machin, c'est marrant. Mais qu'est-ce que je ferais avec ça ? Qu'est-ce que je fabriquerais bien ? Je ne vois pas. J'ai pas d'idée. Toi, Benoît, ça te pose pas de problème ? Tu as toujours un truc à faire, toi. En fait, une des choses que je constate, c'est que la plupart des gens, et tu vois la même chose sur les imprimantes 3D, tu passes la moitié de ton temps à fabriquer des trucs pour ta machine. Tu vois, tu fabriques quelque chose qui va te permettre de ranger les outils, qui va te permettre de ranger ceci, qui va te permettre de, etc. Donc déjà, tu passes la moitié de ton temps là-dessus, et c'est juste fun. C'est pas, tu vois, c'est pas productif, c'est un hobby, c'est un truc que tu fais pour ta vie. Oui, c'est ça. Mais après, effectivement, il y a des objets très concrets, on a des problèmes, comme j'ai déménagé il y a pas trop longtemps, des problèmes. On a des pièces qu'on doit, tu vois, des caches, des choses pareilles qu'on doit mettre en place. Et, la CN découpe ça très très bien avec beaucoup de précision, bien caché, tu vois, tu fais tes mesures précises. T'as ça qui est très chouette, donc il y a des usages très, très concrets, C'est ce que Xavier, notre autre camarade, la semaine dernière, nous disait par rapport à l'impression 3D, c'est que lui, ça lui permet... Ce serait totalement impayable s'il devait la faire fabriquer par quelqu'un, parce que vu le temps qu'il a passé dessus pour modéliser la pièce, etc., etc., mais pour remplacer un bouchon sur un truc, un loquet sur une porte, etc., c'est amusant à faire, ça rend un service, c'est pas du tout à rentabiliser, ça reste de l'ordre du hobby, comme ce qu'on fait là avec notre podcast, en gros. Ça coûte des fois un peu des sous, ça prend du temps, mais c'est la satisfaction d'un travail qu'on a fait soi-même, à façon. Soi-même. C'est la machine qui fraise. Oui, mais c'est toi qui la programme. Oui, mais c'est un truc qui est génial, désolé Benoît, c'est que ici, ça amène au tech, même ceux qui aiment jouer sur PC, s'amuser sur PC, mais au tech, généralement, le fait de pouvoir travailler sur des matériaux qu'ils n'auraient pas forcément l'habitude, parce que tu me dis, c'est possible de faire la défonceuse. Oui, mais avant de réussir à maîtriser le truc pour faire une pièce à la défonceuse nickel, t'es gentil, mais ce sera pas fait quoi tout de suite. Donc, tout demande de l'expérience. Alors qu'ici, tu le dessines, tu le modélises, et finalement, tu as une précision avec une machine que tu sauras jamais avoir avant des années d'expérience. C'est la même chose avec l'impression 3D, c'est la même chose avec plein de choses qui... l'IT nous ouvre la porte à un monde de production qui avant était délocalisé pays de l'Est ou en Asie, et donc maintenant si j'ai envie de faire mes chaises moi-même pour mon futur chez moi, je peux les faire moi-même quoi. Oui, tu pouvais déjà avant, mais elles étaient moches. Voilà, c'est ça. Pas bon, oui. ou dangereux. Parce que la chaise à 3 pieds, à un moment donné, ça va bien, quoi. C'est économe en bois, mais c'est moyen bien. Ok, bon ben voilà, on a bien fait le tour de cette CNC. Après l'impression 3D, j'imagine qu'il y aura d'autres outils, machines-outils divers et variés. Qu'est-ce qui pourrait être une option, juste comme ça, avant de fermer le volet après l'impression 3D, la CNC telle qu'on a parlé là, il y a d'autres types de CNC à venir ou qui existent là et dont on pourrait parler un jour. Vous croyez pas ? Un jour, jour, on parle des PCB quand même. Les circuits imprimés. Ah bah oui, les circuits imprimés. Et puis si tu veux, on les fait aujourd'hui.
David, on peut fondre du métal aussi. Mais c'est un peu plus trash quand même. Hein. Oui, mais lui, il transforme du plomb en or aussi. Mais oui, on veut pas le dire trop fort. Parce que il a respiré beaucoup de zinc aussi ces derniers jours, donc il tousse beaucoup pour le moment. Ah oui, c'est ça son problème de respiration. Bref, on peut faire plein de choses et on essaye de vous en parler quand l'occasion se présente à la faveur d'un épisode, d'un dossier, quand mes petits camarades ont envie de vous parler d'un truc. Allons-y, parlons-en, et j'espère que ça vous a fait plaisir. Merci à tous les deux, merci Benoît, à très bientôt, merci Sébastien, à très bientôt également, et on se retrouve la semaine prochaine avec d'autres chroniqueurs pour un nouvel épisode, un nouveau dossier. Passez une bonne semaine, à très bientôt, salut.